durant l'été 1793. La Révolution française entrait dans sa 4e année et la France était au bord de l'anarchie. À Paris, des extrémistes politiques s'étaient emparés de la Révolution. Ils avaient guillotiné le roi et imposé une terreur qui infligeait une justice expéditive à tous les ennemis présumés de la Révolution. Espérant unifier la Nouvelle République, les dirigeants français avaient déclaré la guerre à l'Empire des Habsbourg. Mais le conflit s'étendit rapidement. Et bientôt la France se retrouva confrontée à la puissance combinée des principales puissances européennes, déterminée à anéantir sa dangereuse expérience politique. Entre-temps, des régions entières de France s'étaient soulevées ouvertement, horrifiées par le nouvel extrémisme de la Révolution. En août, la République subit un nouveau coup, potentiellement fatal, lorsque la ville de Toulon rejoignit la révolte. Toulon était la plus grande et la plus importante base navale française du Sud, abritant un tiers de la marine française. Mais ici, les rebelles accueillirent dans le port leur vieil ennemi, la Royal Navy britannique, menée par l'amiral Lord Hood à bord du HMS Victory. Ce fut un coup extraordinaire. Sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, les Alliés avaient paralysé la puissance navale française en Méditerranée et obtenu une tête de pont vitale sur les côtes françaises. Toutes les forces françaises présentes dans la région furent immédiatement détournées pour faire face à cette nouvelle menace et assiéger le port rebelle. 19 000 hommes au total. Mais comme la plupart des officiers français étaient des aristocrates qui fuyaient maintenant la Révolution en grand nombre, il manquait cruellement d'encadrement professionnel. Leur commandant, le général Jean-François Carteau, était un républicain fidèle, mais peintre de cours de métier, sans formation militaire. Et pour ne rien arranger, l'un de ses rares officiers professionnels, son commandant d'artillerie, le colonel Don Martin, avait été grièvement blessé à l'approche de Toulon. Antoine Salicetti, un député corse de la Convention nationale à Paris, recommanda pour le remplacer un compatriote, un officier d'artillerie de 24 ans qui passait par Toulon en route pour le front, nommé Napoleone Bonaparte, ou Bonaparte. Bonaparte était un militaire de carrière, mais il n'avait pratiquement jamais combattu. Néanmoins, Salicetti fut impressionné par ses manières et surtout par ses convictions politiques. En effet, Bonaparte venait de publier un pamphlet politique, une courte histoire mettant en scène un jeune officier d'artillerie qui réprimande ses convives pour leur déloyauté envers la République. Le général Carteau jugea judicieux d'accepter la recommandation du député Salicetti. Le grand port de Toulon était bien défendu par des remparts et une douzaine de forts et de redoutes périphériques. Elles étaient tenues par 2000 soldats et marins britanniques, 6000 soldats espagnols, 6000 napolitains et 800 sardes. L'artillerie serait la clé pour surmonter ces formidables défenses. Mais lorsque Bonaparte fut placé à la tête de l'artillerie le 16 septembre, il se retrouva avec peu de canons, un nombre insuffisant de canonniers entraînés et une pénurie de poudre et de boulets. Avec une énergie et une détermination sans faille, Bonaparte transforma la situation, réquisitionnant des canons inutilisés, formant des fantassins à leur utilisation, créant une nouvelle forge et un atelier, et organisant le transport depuis Marseille de 100 000 sacs de sable pour la construction de nouvelles batteries. À force de travail, il parvint finalement à constituer une force de 64 officiers et 1500 hommes, utilisant 100 canons, obusiers et mortiers. En seulement quelques jours, Bonaparte avait établi 2 nouvelles batteries avancées, au nom révolutionnaire évocateur, la Montagne et Sans-Culotte. Ceux-ci
amenait le port intérieur de Toulon à portée et forçait l'amiral Hood à déplacer tous ses navires plus près du port. Bonaparte conçut également un plan qui permettait aux Français de contourner la majeure partie des défenses de Toulon et d'assurer la victoire rapide dont la République avait si désespérément besoin. Bonaparte affirmait que si le fort de l'Aiguillette, qui surplombait le port, était pris d'assaut, il pourrait l'armer de canons lourds et bombarder la flotte britannique et espagnole au mouillage. L'amiral Hood serait alors contraint d'abandonner le port et d'emmener avec lui les soldats alliés sur lesquels Toulon comptait pour sa défense. Le général Cartaux reconnut les mérites du plan de Bonaparte et le 22 septembre, les forces françaises attaquèrent le mont Caire. Mais à la grande exaspération de Bonaparte, alors qu'il avait plaidé pour une attaque de 3000 hommes, l'indécis Cartaux n'en engagea que 400. Non seulement l'attaque fut facilement repoussée, mais elle alerta les Alliés du danger. En moins de 48 heures, ils avaient renforcé Montcaire avec des milliers de soldats supplémentaires et construit un nouveau fort, nommé Fort Mulgrave, hérissé de 20 canons. La position était désormais si forte que les Français la surnommèrent le Petit Gibraltar. Finalement, à la mi-novembre, un soldat expérimenté et professionnel arriva pour prendre le commandement des forces françaises, le général Dugommier. Il comprit immédiatement que le plan de Bonaparte était le seul moyen de prendre Toulon, et il lui apporta son soutien total. Bonaparte, promu major, se mit au travail, supervisant la construction de plusieurs autres batteries en préparation de l'assaut décisif. Une batterie avancée était si exposée aux tirs ennemis que les hommes refusaient d'y être envoyés. Bonaparte la rebaptisa alors la batterie des hommes sans peur. Et soudain, les volontaires ne manquèrent plus. Ce fut une des premières manifestations du génie de Napoléon pour inspirer ses soldats, un atout qui lui serait précieux dans les années à venir. Le 30 novembre, le commandant des forces terrestres alliées, le général britannique Charles O'Hara, tenta de reprendre l'initiative en menant un assaut contre les nouvelles batteries françaises faisant face au fort Malbousquet. Dans un premier temps, l'attaque fut un succès. Les batteries furent submergées et les canons français mis hors service. Mais une contre-attaque, menée en personne par le général Dugommier et le major Bonaparte, repoussa les Alliés. Le général O'Hara lui-même fut blessé à la main par balle et fait prisonnier. 12 ans auparavant, il s'était rendu à George Washington à Yorktown durant la guerre d'indépendance américaine. À présent, il dut se rendre à Napoléon Bonaparte. Aux premières heures du 18 décembre, sous un vent hurlant et une pluie battante, les Français lancèrent un assaut majeur sur le fort Mulgrave. Les conditions humides rendaient les mousquets inutilisables, sauf comme gourdins ou avec des baïonnettes. Bonaparte mena en personne la seconde vague, et au cours de violents combats au corps à corps, son cheval fut tué sous lui et il fut blessé à la cuisse par un coup de baïonnette porté par un sergent britannique. Une blessure qui faillit lui coûter la vie et changer radicalement le cours de l'histoire. Finalement, la garnison alliée fut submergée et Mulgrave tomba aux mains des Français. Le fort l'Aiguillette et la tour de la Balaquier passèrent bientôt, eux aussi, aux mains des Français. Le lendemain après-midi,
les Français avaient installé 10 canons lourds à bord de l'Aiguillette, plaçant ainsi les navires alliés à portée de tir. L'amiral Hood ne pouvait exposer ses précieux vaisseaux de ligne à une telle menace. Il n'eut donc d'autre choix que d'ordonner l'évacuation immédiate de la flotte et de la garnison de Toulon. De petites équipes espagnoles et britanniques se lancèrent dans une course contre la montre pour détruire tous les navires français et les approvisionnements navals qu'ils ne pouvaient emporter. Mais dans le chaos de leur départ, 18 vaisseaux de ligne retombèrent entre les mains des Français. Une occasion manquée pour les Britanniques. De nombreux Toulonnais étaient prêts à tout pour s'échapper à bord des navires alliés, sachant que les républicains infligeraient de terribles représailles à la ville. Les navires espagnols et britanniques en embarquèrent autant qu'ils le pouvaient, environ 14 000 au total, mais des dizaines se noyèrent dans des scènes chaotiques et désespérées. D'autres furent laissés à la merci de la colère de la Révolution. Le lendemain matin, les troupes républicaines entrèrent dans la ville et les représailles sanglantes, notamment par peloton d'exécution, commencèrent presque aussitôt. Pendant les 2 semaines suivantes, environ 200 personnes furent exécutées chaque jour. La propagande alliée a par la suite imputé les atrocités à Bonaparte, mais rien ne prouve son implication directe. La jeune République française ripostait désormais sur tous les fronts. Avec la chute de Toulon, les Alliés laissèrent passer une occasion en or, celle de fomenter de nouvelles révoltes, d'infliger un coup fatal à la puissance navale française, et peut-être même de renverser la Révolution. Mais au contraire, la République française avait surmonté l'une de ses plus grandes tempêtes, notamment grâce au jugement, à l'énergie et au courage remarquable d'un jeune officier d'artillerie de 24 ans, désormais promu général de brigade, en reconnaissance de ses services exceptionnels à Toulon. Napoléon Bonaparte avait franchi sa première étape sur le chemin de la grandeur. Et pour l'Europe, 21 années de guerre quasi constante l'attendaient. Merci à la chaîne YouTube History March, créatrice de la carte de Toulon et des animations du siège. N'hésitez pas à visiter leur chaîne pour découvrir d'autres vidéos passionnantes sur l'histoire militaire. Vous pouvez également soutenir la chaîne en rejoignant les rangs des grognards, nos précieux membres YouTube qui bénéficient de badges de fidélité, d'emojis personnalisés et d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos. Cliquez sur le lien d'abonnement sur la page de notre chaîne pour vous inscrire dès maintenant.